الجهاد الإسلامي تبارك هذه العمليات البطولية وتعتبرها في إطار الرد الطبيعي باسم كل الشعب الفلسطيني على ما ترتكب إسرائيل من جرائم. الانتفاضة لا تستأذن أحد. من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن ידאפעו عن مقدساتهم. אנחנו לא ניתן להסלמה הזאת להתפתח לנוכח פוטנציאל של פיגועי דריסה או של סכינאות. Bonsoir à tous, nouvelle édition spéciale sur i24 News au lendemain des attentats qui ont tué 2 Israéliens à Tel Aviv et en Cisjordanie. Situation tendue, flambée de violence même aujourd'hui en Cisjordanie, notamment dans la région de Hebron où un Palestinien a été tué lors de clashs avec l'armée israélienne, vous le voyez sur ces images. Et puis situation politique également exacerbée avec à la fois des déclarations aujourd'hui de Mahmoud Abbas depuis Ramallah à l'occasion du 10e anniversaire du décès de Yasser Arafat et puis à l'instant de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, que l'on entendra dans un instant. Avec moi dans ce studio, Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël en poste notamment anciennement en Égypte. Et puis Amir Badran, bonsoir. Vous êtes avocat à Yafo. On examinera avec vous donc tous les tenants de cette tension actuelle. On ira retrouver sur le terrain nos envoyés spéciaux tout d'abord dans le Gush Etzion, tout près de là où a eu lieu l'attaque mortelle d'hier qui a coûté la vie à une Israélienne. Maxime Perez, Shai Ben-Ari et Sami Abou Diab sont sur place pour donc les 3 chaînes d'I24 News. Et puis à Jérusalem également, là où vient de se tenir ce cabinet de sécurité présidé par Benjamin Netanyahou avec Léa Berdugo, Eli Otchenberg et Faler Habib. Voilà donc pour nos équipes sur le terrain. On va d'abord revenir sur l'une des répercussions de cette journée au lendemain donc de ces 2 attentats. Renforcement important des mesures de sécurité, notamment en Cisjordanie où des soldats de Tsahal ont été déployés en renfort. Résumé de cette journée, Maxime Perez. C'est la première mesure forte prise en réponse aux attentats. L'armée israélienne a reçu l'instruction de renforcer sa présence en Cisjordanie, en particulier dans le secteur du Gush Etzion, où s'est déroulée la dernière attaque. 2 bataillons de la brigade d'infanterie Golani ont été dépêchés en renfort ces dernières heures, soit 500 hommes qui s'ajoutent au contingent de 10 000 soldats stationnés de manière permanente dans les territoires. Pour l'heure, le cabinet de sécurité israélien n'envisage aucune mesure punitive, comme le bouclage de certaines localités palestiniennes sensibles, voire l'instauration d'un couvre-feu. Exemple dans la région de Hébron, où près de 200 jeunes ont affronté l'armée mardi matin à l'entrée du village de Doura. D'autres heurts ont éclaté en différents points de Cisjordanie, comme dans le camp d'El Aroub, où selon des sources médicales, un Palestinien de 21 ans a été abattu par des soldats après avoir jeté un cocktail Molotov. Plus que jamais, Tsahal est sur le qui-vive alors que les incidents sécuritaires se multiplient en Cisjordanie et à Jérusalem, une 60aine au cours des dernières 24 heures. À l'instar des autres membres du gouvernement, Moshe Ya'alon continue de récuser le terme de 3e intifada. Mais le ministre israélien de la Défense prévient, Israël se tient prête à une escalade. Une escalade qui pourrait aussi venir de Gaza. Les tensions actuelles pourraient entraîner une reprise des tirs de roquettes, même symboliques, sur le territoire israélien. Un avertissement d'autant plus sérieux qui ne vient pas du Hamas, mais directement de l'établissement militaire israélien. Alors, situation politique évidemment aussi tendue. On va tout de suite rejoindre à Jérusalem. Avant d'entendre dans un instant ce que vient de déclarer Benjamin Netanyahou, justement, Léa Berdugo, bonsoir. Vous êtes devant le bureau du Premier ministre qui vient de s'exprimer. Déclaration très courte, mais une nouvelle fois, doit pointer vers Ramallah et vers Mahmoud Abbas, Léa. Oui, exactement. Alors le gouvernement s'est réuni aujourd'hui. Au menu des discussions, la situation sécuritaire extrêmement sensible et les attaques répétées donc qui se sont déroulées à Jérusalem ou en Cisjordanie. Alors on a entendu Benjamin Netanyahou s'exprimer. On n'a pas eu le droit à de telles précisions sur la marche à suivre pour prévenir ce genre d'attaque. Mais on a eu droit à une rhétorique habituelle de la part de Benjamin Netanyahou, du moins durant ces derniers jours, à savoir une attaque en règle de Mahmoud Abbas. Il a dit que
le président de l'autorité palestinienne incitait à la terreur et qu'il n'était pas un partenaire pour la paix. Alors on assiste aujourd'hui à une véritable guerre des mots entre les deux dirigeants, que ce soit de la part de Benyamin Netanyahou, mais également de Mahmoud Abbas. Vous l'avez rappelé un peu plus tôt. Il s'est exprimé aujourd'hui depuis Ramallah à l'occasion des commémorations du 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. Il a déclaré qu'Israël menait la région, mais pas seulement la région, également le monde, à une guerre de religion. Il a également réaffirmé sa volonté de faire Jérusalem-Est la capitale d'un futur État palestinien aujourd'hui. Merci Léa Berdugou, on vous retrouve un petit peu plus tard pour revenir donc sur ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, que l'on entendra dans un instant. Alors avec vous, messieurs, premier sentiment sur cette situation. Yitzhak Levanon, est-ce que pour vous, le gouvernement aujourd'hui prend les mesures adéquates pour répondre à ce que certains appellent déjà le début d'une nouvelle intifada, ou pas ? Avec toute la franchise, moi je vois les choses de façon un peu différente. Je crois que à ce stade-là, on voit déjà le début, disons, d'un calme qui va s'acheminer dans ce sens-là. Parce que je crois que tout le monde a compris qu'une escalation verbale n'est pas bonne pour tout le monde, et une escalation de la violence non plus. Donc je crois qu'il y a un effort de la part d'Israël et probablement de la part de l'autorité palestinienne de s'acheminer vers une accalmie qui est bonne pour toutes les parties. C'est votre sentiment, Amir Badran, ce soir, avec ce qu'a dit Mahmoud Abbas aujourd'hui, ce que dit Netanyahou à l'instant? Vous avez le sentiment qu'on est en train de calmer le jeu, là? Je pense qu'il ne s'agit pas de sentiment, mais il s'agit de voir quelle est la raison. Et la raison a des raisons que la raison ne connaît pas. Je veux dire, ce qu'on est en train de voir, c'est une escalade de la violence qui a commencé il y a un mois avec l'esplanade des mosquées, et qui s'est élargie avec des répercussions et des tensions à Jérusalem-Est, avec des extrémistes juifs qui rentrent dans des quartiers comme Silouan, dans le village de Silouan, et qui veulent montrer qui sont les nouveaux maîtres du lieu. Et ensuite, on remarque que ces tensions, comme une vague, s'élargissent. Avec des attentats et des morts de deux côtés, je veux dire, des attentats du côté palestinien comme du côté israélien. Et on remarque maintenant qu'on est même en train de parler de cette tension dans les territoires occupés, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'était plus ou moins calme. Aujourd'hui, on a entendu parler même des hautes personnalités israéliennes qui parlent qu'on ne sera pas en choc si on entendra quelques tirs de la part de la bande de Gaza envers Israël en tant que de sympathisants avec ce qui est en train de se passer dans les territoires occupés. Et ce qui est de plus en plus grave, sont en fait les propos qui ont été tenus aussi par le Premier ministre israélien et sans doute les Arabes vivant en Israël qui sont de famille, de facto des Palestiniens qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël, qui se sentent aussi entraînés dans cette vague de violence et qui réagissent. Donc, espoir d'un côté et fait de l'autre. Ceci dit, on a entendu parler déjà les deux côtés. On a entendu parler aujourd'hui le côté israélien quand la question a été posée, est-ce qu'on est là pour une troisième intifada? Et ce qui est important de voir, c'est la déclaration de Boughi Ya'alon, qui est le ministre de la Défense israélienne, qui dit aujourd'hui les actes qui ont été faits hier et avant-hier par des Palestiniens envers des victimes israéliennes, ce sont des actes personnels et non pas des actes qu'on peut rapporter à une entité palestinienne. Ça, c'est du côté israélien, c'est très important à voir. Et ça, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté palestinien, on a entendu parler aujourd'hui le Premier ministre palestinien, Monsieur Rami Hamdallah, qui dit pareil, qui dit voilà, nous, l'autorité palestinienne ne développe pas une tactique d'intifada. La situation aujourd'hui est telle que l'autorité palestinienne ne cherche pas une collision directe avec le gouvernement israélien, même s'il est de droite, même s'il est extrémiste, une paix trop chère à payer.
Alors, c'est votre avis, Yitzhak Levanon? Non, c'est ce que je viens de dire, c'est que toutes les parties travaillent dans le sens d'une certaine accalmie. Mais pourtant, les propos sont durs, que ce soit Netanyahou ce soir envers Mahmoud Abbas, et aujourd'hui Mahmoud Abbas qui lui a dit que Jérusalem serait... Le Premier ministre, il a parlé pour tout le monde, y compris pour les Arabes israéliens et pour tout le monde, et qu'il s'achemine vers l'accalmie. En même temps, il y a l'effet personnel, disons, entre lui et Mahmoud Abbas, parce que si vous voulez ou pas, et je suis de l'avis du Premier ministre, pas seulement parce que j'appuie le Premier ministre, mais parce que je crois que le président Mahmoud Abbas il est allé trop loin dans l'incitation, disons, à la violence, lorsqu'il parle ce qu'il parle. Lorsqu'il a dit, par exemple, du podium des Nations Unies qu'Israël a commis un génocide, dire un génocide au peuple israélien qui a souffert de l'Holocauste, c'est très dur. De point de vue sentimental, psychologique, tout ce que vous voulez. Ou bien ils disent il ne faut pas permettre aux Israéliens de rentrer dans l'esplanade du temple par tous les moyens. Les gens comprennent par tous les moyens, y compris la violence. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Donc il y a ce problème au niveau personnel entre les deux, que le Premier ministre israélien ne peut pas se taire. De la même façon de la part du président palestinien Mahmoud Abbas. C'est ce qu'il a dit ce soir. Mais je crois que le sens général est vers l'accalmie. En même temps, je dois préciser une chose, que face à la violence, à l'incitation, à l'hostilité, je crois qu'Israël doit être très ferme, parce qu'on ne peut pas se permettre ce luxe d'avoir ce genre de violence et d'hostilité et de rester calme. Ouais. Est-ce que, à votre avis, le fait d'avoir eu ces attaques qui ont été dirigées à la fois, on a vu à Tel Aviv, mais aussi dans le Gush Etzion hier, est-ce qu'il y a un moyen de relier ce qui se passe là avec ce qui s'est passé en Galilée ce week-end? Est-ce que pour vous, c'est un sentiment unitaire de la part d'Arabes israéliens et de Palestiniens? Je pense que la violence envers des Arabes palestiniens, que ce soit des Arabes qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël ou qui vivent dans les territoires occupés, c'est-à-dire dans les territoires palestiniens tels quels, c'est la même chose et ça se voit de la même manière. D'ailleurs, plusieurs personnalités politiques aujourd'hui se sont prononcées dans les journaux israéliens en disant voilà, il faut que l'État d'Israël refait en quelque sorte de ramener la sécurité aux Arabes israéliens envers la police. C'est-à-dire, on a fait des statistiques et on a vu que il y a une facilité énorme de la police de tirer sur quelqu'un lorsque la victime c'est une Arabe. Et ça, c'est très grave et c'est très mal perçu de cette société arabe palestinienne qui vit en Israël. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher le contexte. Le contexte, il est bien sûr, il est lié l'un à l'autre. Et cette violence-là et ce sentiment de ces Arabes qui vivent en Israël de ne pas appartenir à cette communauté israélienne. Et d'ailleurs, c'est pour cela aujourd'hui que le Premier ministre israélien a essayé de se prononcer en se disant voilà, vous n'êtes pas des citoyens de deuxième gamme, de seconde gamme, mais ça c'est le sentiment perçu par la rue palestinienne. Alors on va l'écouter, tiens justement, Benjamin Netanyahou, il vient de s'exprimer il y a quelques instants, l'essentiel de son intervention tout de suite. Nous sommes dans une phase d'incitation à la violence et de terrorisme qui vise l'État d'Israël et ses citoyens. C'est une guerre qui dure depuis la création de l'État et même avant. Nous avons vaincu le terrorisme par le passé et nous continuerons de le vaincre. Malheureusement, Mahmoud Abbas ne se joint pas à nos efforts. Au contraire, il nous a prouvé une fois de plus son irresponsabilité. Au lieu de calmer les esprits, il les attise. Au lieu de dire la vérité, il diffuse des mensonges. Il prétend que nous agissons pour changer le statut des lieux saints. Ce ne sont que des mensonges. Au lieu d'éduquer son peuple à la paix, Mahmoud Abbas l'incite à commettre des attentats. Ce qui est triste, c'est que la communauté internationale se dépêche de condamner la moindre construction à Jérusalem et se tait face à l'incitation folle de Mahmoud Abbas et par là même l'encourage à poursuivre ces actes susceptibles d'embraser le Moyen-Orient. J'appelle les citoyens arabes israéliens à ne pas se laisser entraîner par cette propagande. Voilà donc ce que vient de déclarer Benjamin Netanyahou depuis Jérusalem. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir d'une telle crise-là quand les deux leaders, on va dire, des deux peuples sont aussi éloignés?
Oui, ben regardez, on peut sortir de toute crise, même si elle est la plus aiguë. Et je ne crois pas qu'on est condamné, disons, à rester dans cette crise. Mais regardez, il faut être tout à fait franc, il faut mettre les choses, les points sur les i, une fois pour toutes. Regardez, moi j'ai parlé avec beaucoup d'Arabes israéliens. Bon, on les appelle les Palestiniens. Je demande, par exemple, je leur demandais quelle est votre patrie. Ils m'ont dit que c'est la Palestine. Je demandais pourquoi vous hissez les drapeaux palestiniens dans les manifestations, pourquoi vous ne hissez pas, par exemple, le drapeau israélien, vous êtes des citoyens israéliens, et faire votre demande. Une demande aux droits sociaux, à l'équité, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit, d'après la loi israélienne. Ils disent parce que nous sommes palestiniens. Donc, je crois qu'eux-mêmes, ils veulent se différer de nous. Et je crois que c'est mauvais dans ce sens-là. Ou bien ils veulent s'intégrer, et moi je suis pour cette intégration. Je suis pour, disons, des droits sociaux égaux à tout le monde, sans aucune exception. Mais on ne peut pas jouer le jeu que comme quoi, d'un côté, vous dites, bon, je suis palestinien, ma patrie, elle est Palestine, et ensuite vous demandez des choses d'Israël. Je crois qu'il faut mettre les choses, les points sur les i. La seconde chose, par exemple, on a parlé du temple, de l'esplanade du temple. Moi, j'aimerais bien que le gouvernement israélien publie, et que tout le monde le lise. Bien, enfin très clair. L'accord, le statu quo sur lequel on est arrivé en 1967, il est clair. Moi, je veux retourner au status quo. Et d'après le status quo, le Waqf, c'est lui qui dirige, de point de vue administratif, l'esplanade. La souveraineté, c'est pour Israël. Toute personne, y compris les Israéliens, bien sûr, a le droit de visiter cette place. Aucun juif ne peut pas prier sur cette place. C'est le statu quo. On va le publier. Il a été accepté. Vous avez une erreur là-dessus. Hein. Comment ? La souveraineté, elle est établie, elle est jordanienne. Elle n'est pas jordanienne. La Jordanie, on a signé un accord de paix avec elle, qu'elle a un certain droit de regard sur les lieux saints. Je parle de l'esplanade. C'est pas un droit de regard, c'est différent. La souveraineté est différente du droit de regard. C'est pas la même chose. C'est écrit. On parle de termes juridiques et ce n'est pas la même chose. Et quand on parle du status quo, justement, on est en train de parler de ce compromis entre les partis avec lequel, avec le Waqf qui contrôle et qui dirige administrativement, comme vous l'avez dit, les lieux saints de l'esplanade des mosquées. En même temps, la souveraineté jordanienne qui applique les lois jordaniennes sur ce territoire, et en même temps la permission aux non-musulmans et aux touristes de visiter ces lieux et non de prier. D'ailleurs, la Cour suprême israélienne a été saisie par des juifs extrémistes à propos de ce droit-là de juifs qui le revendiquent en disant voilà, nous sommes juifs, c'est un lieu saint et nous avons le droit d'aller prier sur l'esplanade des mosquées. Contrairement à ce que dit le status quo, la Cour israélienne suprême a dit non. Donc pas de prière, mais droit de visite. Pas de prière, le droit de visite, le droit de visite, c'est le status quo. Donc on va retourner au status quo. Le droit de visite, c'est le status quo. Changer ce status quo en disant personne voilà. ne veut changer cela. Les faits, ce sont les Arabes. Les faits depuis un an, avec tous ces associations d'extrême droite qui font exprès de monter sur ces esplanades, de faire des provocations, de faire des tours guidés, en essayant de monter le temple de David. Le fait qu'un Israélien visite l'esplanade du monde, c'est pas une provocation. Je n'ai pas parlé des visites. S'il prie, oui. Non, mais vous avez mal compris. Vous avez mal compris. D'ailleurs, ce status quo, il existe depuis 1967. Oui. Il y a pas mal d'années qui sont écoulées et que ça allait bien. Apparemment, récemment, il y a eu un changement de ce status quo et ce changement vient des associations et des extrémistes juifs. Vous avez entendu le Premier ministre, il a aucun changement. Ça, ils le disent. Écoutez, c'est pas une interprétation. Ils le disent haut et fort. Ils le disent et ils le déclarent. Du gouvernement israélien aujourd'hui. Pas du tout. Peu importe, le gouvernement ce qu'essaye le gouvernement israélien aujourd'hui, parce qu'il a vu que ça entraîne la région et le monde à une guerre de religion, en disant, il dit voilà, aux parlementaires israéliens, s'il vous plaît, n'y allez pas, c'est interdit d'y aller, vous créez des frictions et des tensions inutiles et vous nous menez à une guerre de religion. Parce que bien avant cela aussi. Mais là encore, des ministres comme Bennett Naftali, des autres ministres de l'extrême droite qui essayent de faire un projet ou un enrichissement politique pour les élections à venir en essayant de faire montrer qu'ils sont plus catholiques que le pape.
Alors, non, je crois que dans ce sens-là, ils sont en train de faire des gains politiques sur le dos de certaines personnes qui n'ont aucun droit de faire ce qu'ils font. Et le status quo n'a jamais été changé. Et même dans le passé, lorsque des gens comme Feiglin, etc., pas maintenant, auparavant, ils ont été chassés de l'esplanade parce qu'ils ont prié. Le status quo, il est clair. Il faut qu'on retourne au status quo et qu'il soit publié et que tout le monde le respecte. C'est tout. Alors, on parlera dans un instant aussi de ce qu'a dit Mahmoud Abbas aujourd'hui, mais notamment des querelles qui éclatent de nouveau au grand jour entre le Hamas et le Fatah. Qu'est-ce que cela peut changer là aussi? Mais tout de suite, on va revenir sur l'un des autres événements de cette journée. Funérailles du soldat israélien poignardé mortellement hier à Tel Aviv. Funérailles qui avaient lieu cet après-midi sur le mont Herzl. Leslie Rezoug. Des funérailles qui ont rassemblé une foule dense au mont Herzl à Jérusalem. Ce mardi après-midi, le sergent Almog Shiloni a été inhumé. Un moment d'émotion fort pour des milliers de personnes et sa famille. Le jeune homme de 20 ans a succombé la nuit dernière à ses blessures après une attaque au couteau près de la gare de Tel Aviv à Hagana vers 10h lundi matin. Il avait été agressé par Nour al-Din Abou Kachiyeh, un jeune Palestinien de 17 ans, originaire d'un camp de réfugiés de Naplouse. Ce dernier avait tenté de lui arracher son arme en pleine rue alors qu'Almog Shiloni était au téléphone avec Noy, sa petite amie depuis 2 ans. Le jeune homme avait tenté de se débattre sans succès. Poignardé à l'estomac, il aurait rapidement perdu beaucoup de sang avant de s'effondrer. Il avait été alors transporté au plus vite vers l'hôpital de Tel HaShomer dans la banlieue de Tel Aviv. De son côté, Nour al-Din Abou Kachiyeh a tenté de s'enfuir avant d'être frappé par 2 passants et rattrapé par la police après une courte course-poursuite. Légèrement blessé, il a également été transporté à l'hôpital de Yerilov à Tel Aviv. Sur ces images, on le voit menotté à son lit d'hôpital. Il est désormais entre les mains des services de renseignement israéliens pour être interrogé. Si pour le moment le Shin Bet estime qu'il a agi seul et sans plan, le jeune homme a affirmé être proche du Hamas. Et pour le frère jumeau d'Almog Shiloni, la spirale de la violence doit être définitivement arrêtée. Je pense que si le pays n'a pas fait plus attention jusque-là, il est désormais temps de prendre conscience des choses. Aujourd'hui, c'est mon frère qui a été assassiné. Demain, ça peut être le frère de n'importe qui. La situation n'est pas simple. Des tensions extrêmes qui ne semblent pas prêtes de s'arrêter et qui gangrènent le pays depuis plusieurs semaines, faisant craindre un véritable embrasement et le début d'une 3e intifada. Alors, on le sait, l'autre attaque hier avait eu lieu dans le Gush Etzion, là où ont lieu aujourd'hui des affrontements justement entre Palestiniens et l'armée israélienne. On va retrouver Maxime Pérez qui est sur place, donc au carrefour du Gush Etzion. Bonsoir Maxime. D'abord un point sur la situation ce soir après donc, des violences aujourd'hui. Oui, bien la situation reste tendue sur le terrain du nord au sud de la Cisjordanie. D'abord à Hébron, dans ce secteur où vivent près de 600 000 Palestiniens. Il y a eu des heurts assez violents avec l'armée tout au long de la journée. Hébron, qui est cette ville d'où est originaire ce Palestinien membre du djihad islamique qui hier soir a perpétré cet attentat meurtrier au carrefour du Gush Etzion, là où nous nous trouvons. Et puis on remarque au passage cette tendance qui se répète à chaque nouvel attentat. Eh bien, le quartier de Jérusalem-Est, ou la ville palestinienne d'où est originaire le terroriste, s'embrase de façon systématique. Mais peut-être qu'il y a, Jean-Charles, un autre point intéressant à relever ce soir, c'est que les affrontements étaient particulièrement violents aujourd'hui dans le secteur de Ramallah, ce qui pourrait donner un indicateur sur les risques que comporterait une prolongation, un prolongement de ces tensions en Cisjordanie. Ramallah étant le siège de l'autorité palestinienne, une sorte de ville pacifiée sous le contrôle de Mahmoud Abbas. Et évidemment que si ce secteur lui échappait, la situation pourrait rapidement dégénérer dans le reste de la Cisjordanie. Maxime, est-ce que les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, donc le renfort des soldats, tout cela est visible ce soir ? Oui, absolument. Très vite après cette première réunion du cabinet de sécurité israélien hier soir, des renforts de troupes ont convergé vers la Cisjordanie, notamment dans ce secteur sensible du Gush Etzion. Près de 500 soldats dont la présence est particulièrement visible aux abords d'abord d'axes routiers qui sont utilisés à la fois par les automobilistes palestiniens et israéliens dans l'objectif évidemment de limiter ou d'empêcher
les jets de pierre contre les véhicules israéliens, également à l'entrée de plusieurs localités israéliennes et bien sûr devant ces stations d'autobus qui ces derniers jours sont devenues des proies faciles pour les terroristes palestiniens. Merci Maxime Pérez, on vous retrouvera donc un petit peu plus tard depuis le Gush Etzion. Je voudrais qu'on dise un mot donc de ce qui a été aussi l'un des temps forts de l'intervention de Mahmoud Abbas aujourd'hui à l'occasion des 10 ans du décès de Yasser Arafat. C'est donc finalement l'accusation pointant le Hamas comme responsable de la division du peuple palestinien. Yitzhak Levanon. C'est pas nouveau. Mais là, ça revient, alors qu'on pensait qu'il y avait une réconciliation. À chaque fois qu'on relance la question de la réconciliation, et ça fait peut-être la 5e ou la 6e fois qu'on parle de la réconciliation, et on était toujours de l'avis que, bon, voilà, le Hamas n'est pas intéressé, parce que j'en doute qu'il est prêt, même après ce qui s'est passé à Gaza pendant l'été, et qu'il donne une mise à pied, disons, ou qu'il permette à l'autorité palestinienne de rentrer de nouveau dans le territoire de Gaza, parce que c'est lui qui contrôle et il veut continuer à contrôler. Donc je crois que ce schisme entre les deux, il est sérieux, et je crois que ce sera très difficile, parce que les intentions de l'un ne correspondent pas avec les intentions de l'autre. Le second point que vous n'avez pas mentionné, c'est que certaines déclarations faites par le président Mahmoud Abbas, je crois que c'est très proche de certaines impertinences, à mon avis, pour deux raisons. Parce que, bon, premièrement, il a parlé au nom des chrétiens. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé de parler au nom des chrétiens. Il peut parler des musulmans ou des lieux saints musulmans. Il parle au nom des Palestiniens. Les Palestiniens sont des chrétiens et des musulmans. Il n'y a pas une différence. Il ne parle pas en tant que quelqu'un de religieux. Il ne peut pas mentionner les chrétiens. Il peut parler des Palestiniens. Mais il ne peut pas mentionner musulmans et chrétiens. Parce que personne ne lui a demandé de parler en son nom. C'est le Premier ministre, c'est le président, il peut se prononcer comme il veut. Il y a des instances, il y a des autorités. Il y a des instances, il y a des autorités. Et le second point, à mon avis, il a dit que pour les Juifs, il n'a rien à voir avec Jérusalem. Bah, regardez, de point de vue historique, de point de vue tout ce que vous voulez, je crois qu'il ne peut pas se permettre de dire une chose pareille. Parce que bon, ça incite encore plus, ça attise, disons, le feu à la place de le calmer. Je pense que c'est vraiment très, très mal interprété. Moi, je pense que le point le plus important à comprendre aujourd'hui des propos du président Abou Mazen, c'est la mettre en œuvre de la saisie du Conseil de sécurité pour approuver la proposition de décision qui reconnaît l'État de la Palestine selon les frontières de 1967. Et quand on parle de 1967, les frontières, on parle de Jérusalem-Est. On ne parle pas de Jérusalem en entier. C'est-à-dire que même le président Abou Mazen, il est en train de parler de Jérusalem-Est et des frontières de 1967. Donc je pense que vous avez mal interprété là-dessus sur ce point. Il n'y a pas de frontières 67 parce que d'après l'accord et le Conseil de sécurité 242, on ne parle pas de 67. Alors, on arrête là parce qu'on n'a plus le temps, mais on en reparlera évidemment puisque c'est loin d'être réglé. Merci Yitzhak Levanon, merci Amir Badran. Dans un instant, suite de cette édition spéciale, d'autres reportages, d'autres invités également, et puis toujours le direct avec nos envoyés spéciaux depuis Jérusalem et le Gush Etzion. Restez avec nous, on revient juste après une pause. الجهاد الإسلامي تبارك هذه العمليات البطولية وتعتبرها في إطار الرد الطبيعي باسم كل الشعب الفلسطيني على ما ترتكب إسرائيل من جرائم. الانتفاضة لا تستأذن، لا تستأذن أحد. من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يدافعوا عن مقدساتهم. אנחנו לא ניתן להסלמה הזאת להתפתח לנוכח פוטנציאל של פיגועי דריסה או של סכינאות. On se retrouve donc pour la suite de cette édition spéciale consacrée donc aux tensions au lendemain des attentats meurtriers qui ont coûté la vie à 2 Israéliens. Aujourd'hui, c'est un Palestinien qui a été tué lors d'affrontements avec l'armée israélienne en Cisjordanie. De nouveaux invités dans ce studio. Bonsoir, Dr Marilyn Smadja. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez cofondé le mouvement des femmes qui œuvrent pour la paix, qui est un mouvement apolitique, qui souhaite donc la paix.
même si on en est loin ce soir, mais en même temps, la paix n'est peut-être jamais très loin, même quand il y a la guerre. Daniel Haïk, bonsoir à vous, analyste politique donc sur i24 News. Alors, on a entendu tout à l'heure le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'exprimer sans prendre à Mahmoud Abbas en estimant qu'il était le responsable de cette escalade de violence par le discours qu'il tenait. Eh bien, on va écouter justement ce qu'avait dit Mahmoud Abbas un peu plus tôt dans la journée à l'occasion des commémorations du 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat. C'était à Ramallah, sujet de Léa Berdugo. 10 ans après la mort de Yasser Arafat, les Palestiniens apparaissent plus divisés que jamais. En tête, Mahmoud Abbas qui accuse le Hamas de détruire la réconciliation palestinienne. Les raisons pour lesquelles le Hamas ferait exploser des maisons et encerclerait les quartiers de 15 activistes du Fatah il y a 2 jours ne sont pas claires. Ensuite, ils prétendent enquêter. Mais enquêter sur qui? Qui a commis ce crime? Les cadres du Hamas ont commis ce crime. C'est le Hamas qui est responsable. Le Hamas a aussitôt réagi. Tout cela n'est que mensonges, insultes et désinformation, a-t-il dit. Et le mouvement islamiste, dans une attaque à peine voilée contre Mahmoud Abbas, d'affirmer que le peuple palestinien a besoin d'un président courageux. Un appel au courage lancé également par Marwan Barghouti. Cette figure du Fatah, emprisonnée par Israël, a incité Mahmoud Abbas à soutenir la résistance armée. Il faut mettre fin immédiatement à la coopération sécuritaire qui fait des policiers palestiniens des supplétifs de l'occupant. Poursuivre le choix de la résistance globale et armée, c'est être fidèle à l'héritage d'Arafat. Les célébrations autour de Yasser Arafat, véritable héros palestinien, devaient être l'occasion pour les deux mouvements de sceller leur réconciliation. Mais au contraire, les dissensions se sont révélées au grand jour. Suite aux explosions survenues vendredi à Gaza, les hommages aux leaders défunts ont tous été annulés, ce qui provoque la colère de certains Gazaouis. L'absence de célébration de l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat, c'est oblitérer cet anniversaire. Et ceux qui ont annulé les célébrations veulent effacer l'anniversaire de Yasser Arafat. À Ramallah, des milliers de personnes ont brandi le drapeau jaune du Fatah. Drapeau qu'éfié s'agite au rythme des chants. Sur une pancarte, cette revendication, Jérusalem, capitale d'Israël. Ce qu'a affirmé Mahmoud Abbas dans son discours, qui a également accusé Israël de mener la région et le monde vers une guerre de religion dévastatrice. Voilà donc pour ce qui s'est passé à Ramallah aujourd'hui. Et puis en Israël, évidemment, depuis plusieurs jours déjà, plusieurs ministres appellent le gouvernement à durcir sa position vis-à-vis de ces actes terroristes et donc des Palestiniens. C'est le cas de Naftali Bennett, le ministre de l'économie. Je le dis de façon très claire, un gouvernement qui se cache derrière ces blocs de béton en lieu et place des terroristes est un gouvernement qui n'est pas légitime. Voilà donc pour Naftali Bennett. Et puis Jérusalem maintenant, on y retourne pour retrouver Léa Berdugo, puisque Benyamin Netanyahou s'est exprimé il y a un peu plus d'une heure maintenant. Léa Berdugo, Premier ministre, qui a évidemment évoqué la situation. Oui, exactement. Il a évoqué la situation sécuritaire. On a entendu Naftali Bennett qui demandait une réponse un peu plus dure. Alors, on ne l'a pas dans les faits, mais on l'a en tout cas dans les mots. Il s'est adressé à Mahmoud Abbas, qui l'a accusé d'inciter le peuple palestinien au terrorisme. Il a également dit que Mahmoud Abbas n'était en aucun cas un partenaire pour la paix. Des mots qu'on a déjà entendus et qui s'inscrivent dans une période de durcissement du discours, que ce soit de la part de l'autorité palestinienne ou du gouvernement israélien. On a vu un peu plus tôt Mahmoud Abbas qui s'est adressé également à Benyamin Netanyahou et qui a dit qu'Israël allait mener la région et le monde à une guerre de religion. Donc un climat extrêmement tendu, que ce soit sur le terrain ou alors sur un niveau politique. Et puis on dit un mot également, Léa, de ces tensions intra-palestiniennes avec donc le Hamas qui a été désigné comme responsable par Mahmoud Abbas de la fin de l'unité du peuple palestinien.
Oui, exactement. Alors, à 10 ans après la mort de Yasser Arafat, eh bien, il semble qu'il n'y ait aucune personne pour faire le consensus et pour être un vrai meneur du peuple palestinien. Les deux mouvements s'accusent mutuellement, le Fatah et le Hamas, donc de la rupture du gouvernement d'union et de véritables dissensions qui sont apparues au grand jour, donc entre les deux mouvements, que ce soit le Fatah ou le Hamas. Alors, Mahmoud Abbas a accusé le Hamas d'être derrière des explosions qui sont survenues la semaine dernière à Gaza. Le Hamas dit que Mahmoud Abbas n'est pas assez dur et n'offre pas une réponse satisfaisante face à Israël. On a entendu aussi des voix différentes comme celle de Marwan Barghouti, ancien leader du Fatah qui est emprisonné en Israël, qui a appelé Mahmoud Abbas à soutenir la résistance armée face au peuple israélien et au gouvernement. Donc on a énormément de propositions de la part des Palestiniens pour faire face à cette situation et attaquer ou non le peuple israélien et son gouvernement, mais on n'a pas de réponse unifiée. Merci Léa Berdugo depuis Jérusalem. Alors, avec vous, Marilyn Smadja, Daniel Haïk, maintenant, évaluation de la situation ce soir. Est-ce que vous trouvez qu'on est très loin d'une sortie de crise et de ces tensions, ou est-ce que vous voyez quelque chose qui laisse espérer dans les discours, par exemple, de Netanyahou et Abbas aujourd'hui, Marilyn Smadja? Écoutez, je pense que le discours qu'on entend autant de Netanyahou que de Mahmoud Abbas ne va surprendre pratiquement personne. C'est-à-dire c'est à peu près les phrases habituelles, accusations de l'un et de l'autre, on cherche qui est le plus coupable, c'est tout le temps dans la réactivité. C'est-à-dire il n'y a pas de proactivité, il y a une réactivité des relations. Maintenant, personnellement, ce qui m'intéresse surtout actuellement, c'est ce qui se passe au niveau citoyen. C'est-à-dire ce que dit le peuple israélien. Déjà, on va commencer par le peuple israélien. La majorité des Israéliens sont pour des accords politiques, demandent une solution politique, parce qu'ils savent très très bien qu'il y a une escalade de la violence et actuellement, si on regarde ce qui se passe dans la rue, c'est impossible d'arrêter des terroristes qui viennent, qui ne sont même pas groupés, organisés. Les rapports de police le disent, les rapports du Mossad le disent, du Shabak le disent. C'est impossible d'arrêter des gens qui vont venir de n'importe où et qui en fait sont un peu dans le désespoir. Je ne justifie pas du tout le terrorisme. Je suis quelqu'un qui combat le terrorisme. Vraiment. Hein. Dans notre mouvement, on a des femmes de droite, de centre et de gauche. L'idée est très claire. Nous sommes contre la violence, contre toute forme de violence et surtout contre le terrorisme. Mais il faut voir ce qui se passe au niveau des Israéliens, ce que veulent les Israéliens. Et les Israéliens sont très clairs. La grande majorité, je ne dis pas tous les Israéliens, mais une grande majorité, veulent un apaisement déjà de la situation. Donc je fais déjà un appel à l'apaisement. Au lieu qu'il y ait tout le temps une montée, une escalade et que chacun en rajoute et mette encore un peu d'huile sur le feu et tout, il faudrait justement apaiser. Moi, personnellement, si j'étais un leader aujourd'hui en Israël, je réunirais tous les maires arabes déjà d'Israël. J'irais même les voir directement et je leur dirais voilà, qu'est-ce qui est possible de faire pour calmer à l'intérieur du pays. Déjà, commencer, pas s'occuper de ce qui se passe avec Mahmoud Abbas, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour calmer les choses à l'intérieur du pays. Et évidemment, surtout pas prendre des décisions qui vont ne faire que rajouter des problématiques. Tout ce qui se passe au niveau de la mosquée et du temple, il y a un statu quo. D'ailleurs, Netanyahou le dit, il veut maintenir le statu quo. Alors pourquoi il y aurait à l'intérieur des politiciens de notre pays, policiers qui voudraient en rajouter? Je veux dire, il y a des choses qu'il faut faire pour arrêter déjà la violence et l'escalade de la violence. Ça, c'est la première chose. On en prend le chemin ou pas? On assiste d'abord à une surenchère au niveau sémantique de la part des deux leaders, c'est-à-dire de Mahmoud Abbas d'un côté et de la part de Binyamin Netanyahou, chacun pour ses propres intérêts. Mahmoud Abbas durcit le ton, il utilise un langage qui est proche de celui d'un leader islamique. C'est un homme qui parle aujourd'hui de la mosquée, de protéger la mosquée, de chasser les impurs, de chasser les colons et les autres. Il parlait il y a quelques jours de colons seulement sur le mont du Temple. On avait déjà fait remarquer que ce n'était pas que des colons qui montaient, juifs qui montaient sur le mont du Temple. Mais là, il parle de tout le monde, de chasser tout le monde. Il durcit le ton, il durcit ce ton
entre autres, à cause de ces tensions au sein entre le Hamas et le Fatah, Mahmoud Abbas veut reprendre le contrôle de l'ensemble du peuple palestinien, y compris celui qui est encore sous l'emprise du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc il essaye de durcir le ton, de trouver un langage qui peut séduire cette population dans la bande de Gaza. Mais il joue avec le feu. Il joue clairement actuellement avec le feu, parce que d'un autre côté, il faut noter que s'il y a des tensions, s'il y a des émeutes dans les quartiers est de Jérusalem, s'il y a effectivement des jets de pierre, des lancers de bouteilles à l'intérieur des territoires en Judée-Samarie, on remarque que le nombre d'incidents est relativement limité. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'échange de tirs, comme c'était le cas par exemple au moment de la seconde intifada. La seconde intifada, ce sont les policiers palestiniens qui ont retourné leurs armes contre les Israéliens, contre les habitants juifs. Et donc il y a quelqu'un qui contrôle, et ce quelqu'un, c'est Mahmoud Abbas. Donc d'un côté, Mahmoud Abbas attise la tension dans la sémantique, d'un autre côté, il veut absolument qu'il y ait un maintien du calme. Pourquoi ? Parce que sinon, s'il n'y a pas le maintien du calme, il craint que son initiative diplomatique devant les instances des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, soit vouée à l'échec. Et donc, il y a un double... Et là, Mahmoud Abbas risque de perdre le contrôle. C'est un jeu extrêmement dangereux. S'il perd le contrôle, alors l'embrasement deviendra général. De l'autre côté, Binyamin Netanyahou, lui aussi, durcit le ton parce qu'il veut essayer de séduire aussi son électorat. Il veut essayer de séduire son électorat de droite. On pense déjà aux élections, clairement, en Israël. Oui, on pense aux élections, bien que, quelque part, aujourd'hui, on a le sentiment que on a besoin de tout sauf d'élections aujourd'hui en Israël. Il faut peut-être se rappeler, là aussi, puisqu'on est au 10e anniversaire de la mort de Yasser Arafat, il faut aussi se rappeler qu'au début de l'intifada, en 2001, au plus fort de l'intifada, Ariel Sharon a été élu Premier ministre au suffrage universel direct, et qu'il a eu la sagesse politique de former un gouvernement d'union nationale qui incluait la gauche et la droite. Et quelque part, on reconnaît aujourd'hui que ce gouvernement d'union nationale a permis à la population israélienne de faire face à l'adversité palestinienne, à cette vague sans précédent d'attentats terroristes. Et là, il s'agissait d'attentats terroristes suicidaires, avec des terroristes qui arrivaient avec leurs ceintures explosives, qui se faisaient exploser en plein cœur des grandes villes israéliennes. Les Israéliens ont réussi à tenir le choc grâce à cette union nationale. Or, aujourd'hui, Binyamin Netanyahou n'a pas la capacité. Personne ne veut rejoindre un gouvernement d'union nationale, même s'il devait s'avérer que l'on assiste à une escalade de la violence et qu'on se trouve dans une période d'urgence. Binyamin Netanyahou n'est pas un leader rassembleur. Il n'est pas capable de rassembler comme l'avait fait Ariel Sharon en 2001. Et là, cela risque en tout cas de susciter un double problème sécuritaire d'un côté, problème politique à l'intérieur. C'est votre avis, aujourd'hui, il faudrait une autre coalition ou pas ? Écoutez, pour progresser vers la paix. D'abord, ce que je pense, moi j'ai une grande admiration pour notre président, déjà pour Yveline. Déjà, je le salue et je salue aussi des femmes comme Rachel Frankel, par exemple, qui sont vraiment des vrais rassembleurs, déjà. Donc, il y a des modèles à prendre en Israël, et je crois qu'on est dans une situation très difficile, mais on a connu des situations bien plus graves. Vous l'avez souligné, et je suis entièrement d'accord avec vous. Et la police appelle actuellement justement à ne pas exagérer aussi la description de la situation. Donc ça s'adresse aussi à la presse, par exemple, de ne pas aussi trop en mettre, parce qu'il faut comprendre que si la situation s'aggrave, les premiers touchés, ça sera nous, les Israéliens, les enfants israéliens. Il y a quand même un renforcement des mesures de sécurité un peu partout. Non, tout à fait. Non, mais il faut, et c'est absolument. Maintenant, pour en venir à votre question, d'abord, je crois qu'on ne peut pas parler seulement des élections ou d'une coalition. Déjà, il y a une lutte interne au niveau du Likoud. Il y a des élections en janvier, et il y a une lutte très, très difficile déjà à l'intérieur du Likoud. Moi, ce que je dis, ma position est complètement différente. Généralement de ce qu'on dit. Quand on voit Netanyahou, par exemple, sur une branche d'arbre, il s'accroche à sa branche d'arbre, et pendant ce temps, il y a d'autres qui scient sa branche d'arbre, les membres du Likoud, Lucie, Bennett suicide la branche d'arbre. Et la même chose pour Abbas. Lui aussi, il aimerait être leader, il aimerait être rassembleur, et il a aussi beaucoup de difficultés. Ce que je dis, c'est que ces deux personnes doivent devenir des vrais leaders, c'est-à-dire monter en haut de la cime, en haut de l'arbre. C'est là qu'ils verront les vrais besoins du peuple, déjà.
je parle de la masse, je parle surtout d'un enfant sur 3 en Israël qui vit en dessous du seuil de pauvreté, dû aussi aux guerres, parce que chaque fois, c'est eux qui subissent la guerre, c'est eux qui subissent après l'après-guerre, les coupes de budget, etc. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'ils voient déjà, ce qui se passe au niveau de leur peuple, en général, pas ce qui se passe au niveau de leur propre parti ou de leur propre coalition, ça c'est la première chose. La deuxième chose, voir ce qui se passe au niveau régional. Nous sommes aujourd'hui face à des plus grands dangers que ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens. Et la communauté internationale le souligne tout le temps. D'ailleurs, eux-mêmes sont face à des dangers, les États-Unis aussi. Donc déjà, de comprendre qu'il y a une nécessité des nouvelles alliances. Et il y a une nécessité que dans ces nouvelles alliances, l'autorité palestinienne soit comprise dans ces nouvelles alliances. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, je pense que, je vous le dis franchement, une séparation avec les Palestiniens bien claire est nécessaire. Ils doivent avoir donc leur pays. États, oui, tout à fait. D'ailleurs, je rejoins Netanyahou là-dessus. C'est son discours. Jusqu'à pas longtemps. Je parle même pas de Bar-Ilan, parce qu'on pourrait dire son discours Bar-Ilan, ça date d'il y a 3 ans et tout. Pas du tout. Après son discours à l'ONU, il s'est adressé à Obama. Il a dit « Nous sommes encore obligés d'aller jusqu'au long terme de ces 2 États et 2 nations. Et donc, il a parlé de vision politique, ce qu'on appelle Ofek Medini, vision politique, c'est-à-dire du long terme. Donc, c'est un petit peu ce que notre mouvement dit aussi. La paix, c'est pas maintenant. La paix, c'est pas maintenant, c'est le long terme, mais il faut déjà y travailler maintenant. Mais je crois que Mahmoud Abbas, je parlais de son langage, de ce durcissement du langage, de cette islamisation du langage, eh bien, ça s'inscrit tout à fait dans le contexte régional. On est dans un contexte où il y a pour Israël une forme de menace tacite de la part des organisations terroristes, de Daesh, de Al-Qaïda, qui sont aux portes de l'État d'Israël, mais cela aussi suscite un réveil islamiste de la part de la population. C'est un petit réveil de la part de la population arabe israélienne à travers des mouvements comme celui de Raed Salah, le leader du mouvement islamique israélien, de la branche nord, il faut le souligner. C'est une branche plus radicale et presque anti-juive. Cela suscite un réveil, et cela suscite un réveil également dans les territoires, et c'est pour ça que je dis que Mahmoud Abbas joue avec le feu. Il risque de se retrouver dans une situation où il ne contrôlera pas tout. Le deuxième point à souligner, c'est que contrairement à la seconde intifada, qui avait été planifiée, on le sait maintenant, par Yasser Arafat, soigneusement planifiée par Yasser Arafat, là, il n'y a pas de planification. Il y a un message qui s'est durci de la part de Mahmoud Abbas au cours des dernières semaines, avec donc cette volonté de jouer sur les 2 tableaux. D'un côté diplomatique, de notre côté d'attiser l'attention, et donc il n'y a pas de planification. Et cela laisse espérer que peut-être on arrivera à calmer les esprits un peu partout, du côté israélien aussi, du côté palestinien et au sein des Arabes israéliens. Alors, vous parliez du durcissement de position dans les propos de Mahmoud Abbas, mais notamment sur la question de Jérusalem, on l'a vu aujourd'hui. Écoutez à ce propos ce que dit l'un des anciens proches collaborateurs de Yasser Arafat, interrogé aujourd'hui par i24 News et par David Matlin. Il s'agit d'Ahmed Koré, ancien Premier ministre palestinien. Il évoque la question de Jérusalem. Ce qu'ils font est très dangereux. Ces violations constantes, ces visites sur l'esplanade des mosquées d'Al-Aqsa, ils essayent de diviser Al-Aqsa. Ils veulent instaurer un horaire pour les musulmans et un horaire pour les juifs. Ça ne marche pas comme ça. Comment les musulmans vont-ils accepter cela ? Dernièrement, les États-Unis ont mené des efforts pour promouvoir les discussions de paix sous l'égide du secrétaire d'État John Kerry. Est-ce une erreur de leur part d'essayer de faire ça maintenant, cette année ? Car pour l'instant, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Quand les États-Unis décident qu'ils en sont capables, je fais partie de ceux qui y croient. Je ne sais pas quel intérêt ont les États-Unis à perdre du temps. Je ne le comprends pas. Si on regarde les résolutions du Conseil de sécurité, on peut trouver des dizaines de résolutions approuvées par les Américains déclarant les implantations illégales, déclarant toute violation à Jérusalem illégale et qui appellent à y mettre fin. Pourquoi les États-Unis ne disent rien jusqu'à présent ? Nous respectons le rôle des États-Unis, mais nous voulons qu'il soit plus équitable dans la résolution du problème.
Voilà, les Palestiniens qui espèrent donc, que les États-Unis joueront un rôle, peut-être à l'ONU. Justement, c'est-à-dire, si on assiste à cette dégradation, cette érosion, cette escalade de la violence, eh bien, je pense que quelque part, les États-Unis, ils sont responsables en partie. On voit cette incapacité de la part de l'administration Obama de gérer une crise. Ce recul que l'administration a pris par rapport à ce rôle de gendarme du monde que les Américains avaient jusqu'à présent, eh bien on voit que quelque part ici, il y a quelque chose qui s'est effrité. Sans un médiateur de confiance de la part pour les deux parties, eh bien, on n'arrivera pas. On risque de ne pas y arriver. Et là, on voit que quelque part, les États-Unis jouent un drôle de jeu en essayant de se préoccuper en particulier aujourd'hui d'un rapprochement avec Téhéran, avec l'Iran, au lieu d'essayer de régler le problème, d'essayer d'éteindre les flammes. On voit que on est toujours dans le discours de jeter la responsabilité sur l'autre. Et en fait, je termine juste. Je vous ai entendu. Je comprends tout à fait ce que vous dites d'ailleurs. Mais je crois qu'il est temps un petit peu de changer de discours. Israël est un pays fort. Israël est un pays fort, on l'a prouvé. C'est la présence d'Israël. Il y a quand même 57 pays arabes de la Ligue arabe qui sont prêts à avoir une relation de normalisation et de reconnaître l'État d'Israël en tant qu'État d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël est vraiment complètement installé dans la région et c'est un pays fort et on l'a prouvé. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'on parle du mot responsabilité. Okay, je pense qu'Israël peut prendre aussi la responsabilité, c'est-à-dire son destin en main, pas seulement au niveau militaire, mais aussi au niveau politique et diplomatique. Il est hors de question que ce soit les États-Unis qui décident pour nous s'il doit y avoir une escalade entre Mahmoud Abbas et Netanyahou, entre les Palestiniens et Israël, entre les Arabes israéliens et les Juifs israéliens. Je crois que c'est hors de question. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un appel à notre politicien, notre Premier ministre, pour qu'il se devienne un chef d'État. Un chef d'État, un leader, et qui disent, voilà, aujourd'hui, Israël est maître de son destin, Israël prend l'initiative, Israël va à la table des négociations, discute des choses qui nous sont importantes, d'abord, premièrement, au niveau de la sécurité. La responsabilité, vous savez, il y a un mot magnifique en hébreu. C'est le mot achayut. Achayut, ça commence par la lettre Aleph, et ça se termine par la lettre Taf. Et c'est de Aleph à Taf, de A à Z. C'est ça la responsabilité. Et moi, j'attends de mon pays, et les citoyens sont des citoyens responsables. Ce qui me choque, c'est que dans la rue, on entend les citoyens qui sont des citoyens responsables, et au niveau du gouvernement, nous demandons, et vraiment, nous soutiendrons toute prise de responsabilité et tout pas qui nous amènera à des accords politiques. Parce que c'est la seule solution. En fin de compte, on peut reculer ça encore de 6 mois, d'1 an. Les accords politiques, c'est la meilleure stratégie pour le long terme à avoir une sécurité. Alors, on va maintenant revenir sur l'attentat d'hier à Tel Aviv qui a vu donc la mort de ce soldat de 20 ans, car il y a eu à cette occasion un geste spontané d'un passant qui a aidé à l'arrestation du terroriste alors qu'il a assisté à la scène, histoire que nous raconte maintenant Maël Benoliel. Héros pour la presse israélienne, lui se considère comme un simple citoyen. Gilad Goldman, 59 ans, ne fait simplement que passer par là au moment où le soldat israélien Almog Shimoni se fait attaquer au couteau par un jeune Palestinien. À bord de leur voiture, son collègue et lui comprennent rapidement qu'ils sont les témoins d'un attentat. 24 heures après cette attaque, Gilad se remémore la scène. C'était spontané, je n'ai pas réfléchi, je suis sorti de la voiture, j'ai couru vers l'assaillant et je lui ai décoché un coup de poing. Je l'ai séparé du soldat et il s'est enfui. Un geste de bravoure pour ce héros modeste qui a probablement empêché ce qui aurait pu s'avérer être un attentat de plus grande ampleur dans les rues de Tel Aviv. Nous avons repéré 2 personnes en train de se disputer et plus on se rapprochait, plus il semblait clair qu'ils étaient en train de se battre. L'assaillant a jeté le soldat à terre et a commencé à le poignarder avec un couteau d'environ 20 cm, comme ça, de cette façon. Il essaie de récupérer son arme de service. Avec un peu de recul, je me demande ce qui se serait passé si nous étions arrivés un peu après. L'assaillant, Nour al-Din Abou Aïché, 18 ans, prend alors la fuite. Il est neutralisé quelques centaines de mètres plus loin par les forces de police. Restés sur les lieux, Gilad et son collègue donnent les premiers soins à Almog tout en appelant les secours. Malgré leurs efforts, Almog décède de ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital.
Ça fait mal au cœur pour ce soldat et nous espérions vraiment qu'il s'en sorte vivant. Nous avons tout fait pour le sauver. Sa mort me désole. Malgré un climat d'insécurité qui règne ces dernières semaines en Israël, Gilad, qui s'est cassé la jambe lors de son intervention, ne souhaite pas pour autant céder à la panique. En tant que simple citoyen, je crois fermement que nous pouvons vivre ensemble. La plupart des Juifs et des Arabes en Israël vivent en paix et ne se battent pas entre eux. Nous vivons avec eux, ils vivent avec nous. Nous avons beaucoup de choses en commun. Un message de paix courageux dans un contexte pourtant trouble. Quelques heures plus tard, une femme a été poignardée à son tour dans les environs de Jérusalem. Une 6e attaque terroriste meurtrière ce dernier mois. Voilà donc pour cet acte en marge de ce drame. Hier donc à Tel Aviv, et puis on a appris aussi ce soir bien, que le rabbin Yehuda Glick, qui avait été blessé très sérieusement il y a quelques jours à Jérusalem, avait pu cesser d'être aidé artificiellement pour respirer. Il retrouve apparemment l'intégralité de ses moyens. Les médecins sont en tout cas très optimistes. Voilà ce qu'on peut dire donc à propos de ces attaques. Un mot, Daniel Haïk, sur la situation ce soir telle qu'elle se présente. Non, mais la situation, il faudra voir. C'est-à-dire, chaque jour est un jour nouveau à ce niveau-là. Il faudra voir. Effectivement, il y a besoin d'un appel au calme de la part du leadership et palestinien et israélien. Ce n'est pas Marwan Barghouti qui est en train de purger une peine de prison pour 5 assassinats d'Israéliens pendant l'intifada, alors qu'il était considéré jusque-là, à l'époque, comme un leader modéré. C'est un homme qui était considéré comme un interlocuteur valable, et après il a participé à la violence. Ce n'est pas ce genre d'appels qui vont contribuer à restaurer le calme. Il faut effectivement appeler à un retour au calme et espérer que d'une certaine manière les mesures de sécurité prises par Israël permettront de canaliser un peu toute cette violence. Voilà, et puis on sait également aussi ce soir, on apprend que l'armée israélienne a déployé une batterie Iron Dome dans le nord d'Israël par crainte peut-être de tirs de roquettes venus du côté du Liban. Information donnée donc par l'armée israélienne. Dans un instant, suite du Grand Direct avec un débat consacré au nucléaire iranien, car des discussions très serrées ont lieu en ce moment à Oman. Merci à vous, docteur Marilyn. J'appelle au calme, et j'appelle aussi à ne pas regarder au jour le jour, mais justement à voir plutôt sur le long terme. Merci, C'est ce qu'on attend de nos leaders. Daniel Haïk. À tout de suite. Merci.